Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va feuilleter quelques livres. C'est un petit peu le talon d'Achille de Koussoum Lolibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum. Bonsoir Jusmi. Bonne année. Bonsoir à Hervé Fatig. Féat. Et également bonne année à vous. Merci à vous. On va parler de livres et je vous laisse, j'allais dire, feuilleter votre invité. Alors, Hervé Féat donc, a beaucoup écrit. Hein. Là, il est dans les livres, mais avant, vous étiez dans le cinéma. Vous avez fait des courts-métrages, voilà, avec Henri Langlois. Non Alors, oui. Oui. Et ensuite, parmi ces livres... Alors, juste avant, je veux qu'on présente l'invité depuis sa naissance jusqu'à... juste pour qu'on le situe de... Donc, il est né à Oran, et puis, bon, tout on va quand même préciser que Oran, c'est en Algérie. Oui, et donc, c'est peut-être pour ça qu'il est assez passionné par cette histoire coloniale, et par l'Algérie, et par tout ce qui tourne autour, et on le sent dans les écrits, dans vos écrits. Et puis, il y a une chose aussi que, malheureusement, ça restera une frustration, parce que ce sont les vérités qui ne seront jamais dites. Exactement. Ou qui seront contrefaites. Vous avez mis le doigt en plein dessus. Voilà. Donc, il vient de ce milieu du cinéma où il a fait des courts-métrages et des petits films. Et ensuite, bien sur le tard, qu'il dit, c'est lui qui le dit, bien sur le tard, il commence à écrire en ayant fait quelques ateliers d'écriture avec Jean-François Samelon, qu'on salue d'ailleurs, qui nous regarde assez souvent. Et donc, ensuite, vous vous mettez à écrire. Et donc, la première histoire qui part sur Madagascar, c'est ce couple. Et ensuite, les deux d'Achille. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, symptomatique ou systématique. Quand on vient d'une colonie, entre guillemets, on a cette vision des autres. Quand on regarde Madagascar, on peut regarder le Vietnam, on peut regarder l'Indochine. Il y a des histoires qui sont des parallèles. Oui, il y a beaucoup de points communs entre toutes ces histoires, effectivement. Il y a eu la colonisation, bien sûr, parfois ou souvent violente, et ensuite la décolonisation tout aussi violente, et le départ d'un certain nombre d'Européens qui s'y étaient implantés, parfois dans la douleur. Pour l'amateur ou le passionné de cinéma que vous êtes, je suppose que le Grand Bazar doit être une référence à la matière. Le Grand Bazar. Non, ça me dit rien du tout, excusez-moi, mais... Dans le film avec Roger Hanin et lorsque... Oui, d'accord, d'accord, ouais. Il y a eu toute une série de films sur l'indépendance de l'Algérie avec Roger Hanin. Marc Villalonga également, je crois. Oui, tout à fait, oui. Tous les acteurs d'origine pied-noir, enfin, qui ont... Ouais. Patrick Bruel, qui jouait le fils de Roger Hanin. Aussi, oui, tout à fait, qu'on retrouve, après, on les a retrouvés en métropole avec, comment s'appelaient ces films Le Grand Pardon, etc. C'était une sorte de suite des pieds noirs installés en métropole. Il y a une chose que ça va être une colle que je vais vous poser. C'est quoi un pied noir? Alors, un pied noir, c'est comme un créole d'Algérie, en quelque sorte, à l'origine. À l'origine, ce sont des Européens qui se sont implantés en Algérie, en fait, d'origine européenne. Bon, par extension, l'Europe est large. Il y avait des Maltais, des Corses, des Italiens. Même jusque des Suisses, et des Allemands, même, des Prussiens, en petite quantité, etc. Et toute cette population, au contact des autochtones, en quelque sorte, ont développé un langage qui s'approcherait peut-être, qui s'approche pas du tout du créole, mais enfin qui a eu la même formation que le créole. J'allais dire, c'est une assimilation. Pardon? C'est une assimilation. Du langage? Pas seulement du langage, mais du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une construction, parce qu'il y a aussi un mélange.
Oui, il y a eu avec un mélange. Alors, avec le peuple. en Algérie, il n'y a pas eu trop de mélange, à l'époque coloniale en tout cas. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Mais il n'y avait pas d'apartheid. Enfin bon, là, on sort du... Non, parce que c'est important, pourquoi je vais dire, parce que quand on parle l'éléphant en pierre de savon, c'est votre premier ouvrage, ouais. Ça parle de... Alors, ça parle... En fait, c'est quelque chose que j'ai mis 10 ans, je vous rassure, pas 24 heures sur 24, à écrire. Enfin, c'était des souvenirs de Madagascar que j'ai essayé de romancer, de remettre en oui, avec roman, ces deux couples, en fait, avec le voyage de ces deux couples, enfin, qui vont à travers, qui font un peu d'humanitaire, qui font un peu... etc. Avec un objectif, disons, un peu... j'allais dire bidon, c'est de retrouver le fameux éléphant en pierre de savon qui se trouve sur le canal des Pangalanes, enfin en partant de Manandjar, qui remonte... Alors, par contre, là, il vaut mieux me préciser dans quelle ville, parce que je me noie, là. Alors, c'est dans l'Est, le canal de Pangalane va de Manandjar à si mes souvenirs sont exacts, à Majunga, dans l'Est de Madagascar. Voilà. Et qui servait, qui a été creusé, je ne sais plus à quelle époque, à l'époque coloniale aussi, qui a été élargi ou amélioré, pour faire venir le girofle, remonter le girofle, etc., sur le port d'embarquement de Majunga. Voilà. Et donc, oui, ça parle un peu de tourisme, mais pas que. Ça parle beaucoup de tous les mots, en fait, qu'on rencontre, hein, la faim, le travail, l'économie, ça parle un peu de tout ça. Fait, On en revient, quel que ce soit l'Algérie, Madagascar, l'Indochine. La colonisation a fait... On parle souvent de ce que les livres, puisqu'on dit toujours c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, on parle de ce que la colonisation apporte aux peuples qui sont colonisés, mais on parle rarement de la souffrance que ça aussi induit. C'est sûr. Ah oui. C'est sûr, parce que bon, les populations autochtones ont leur propre culture, leurs propres habitudes de vie, etc. Et la colonisation perturbe un petit peu tout cet environnement, en fait, en quelque sorte. Et ça ne se fait pas avec l'accord de tout le monde, c'est pas un consensus. Il y a une force qui s'impose à ceux qui sont là, quand même. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quoique Madagascar, il y avait déjà des reines, enfin même en Algérie aussi, il y avait déjà des reines qui étaient en place. Oui, bien sûr. Il y avait toute une structure qui était déjà en place. Et puis l'Algérie était sous la botte, on peut dire, ottomane, à l'époque aussi. Ben oui. Et donc, bon, après, l'un remplace l'autre. Je ne sais pas à quel bénéfice, mais c'est un fait. C'est sûr. Alors après, on quitte un peu Madagascar. Ceci pour votre deuxième livre, Achille ou le hasard de la liberté. Donc c'est ce petit garçon, ce jeune esclave là, il a un chien, je crois. Hein, oui, Titang. Titang, avec son chien. Et là, dans ce premier livre, donc ça se passe au XVIIIe siècle, et il part à la recherche des plantes médicinales. Donc il va dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'on peut situer le lieu les Hauts-de-Saint-Paul. Non, alors tous les noms qui sont... Je parle d'une famille Boisseau-des-Prés qui n'existe pas, bien sûr, et qui aurait pu exister. Et bon, mais ça se situait dans... Alors après, mais quand on regarde l'histoire, lorsqu'on fait allusion à ce nom, quand on regarde l'histoire, il y a des noms de métropolitains qui sont venus à La Réunion et qui aujourd'hui n'existent plus. Il y en a quand même quelques-uns qui vont disparaître avec le temps, mais comme vous avez dit, ce nom-là aurait pu être un des noms. Une réalité, oui, tout à fait. Oui, donc on découvre, ou on redécouvre nos plantes, parce que bon, les plantes, voilà, c'est ça, on connaît un peu le vertu, et puis c'est ce regard de ce petit garçon, parce que c'est un jeune adolescent. Hein. Oui, 12 ans, oui. Voilà, donc on le suit, on suit en fait son regard à travers la découverte. Alors, il se perd un petit peu dans la forêt, la nuit arrive, avec les peurs du noir, et puis de tout ce qui tourne autour de la nuit, Grand Bercal, etc. Donc il passe la nuit C'est vrai aussi qu'à l'époque, entre la religion d'État, qui était le christianisme, et ce que pouvait apporter de temps en temps une guérisseuse, une tisanière,
il y avait parfois quand même de sacrés conflits. Même si la tisane guérissait, parfois il n'était pas accepté non plus. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Enfin bon, ouais. Mais dans ces grands domaines aussi, bon, il y avait une spécialisation en quelque sorte des esclaves. Certains avaient la connaissance des plantes, et puis, malgré tout, on les faisait confiance. Poisons aussi. Ceci dit, les médecins officiels n'étaient pas terribles non plus à l'époque. Non, parce que j'ai toujours trouvé ça bien, parce que dans l'histoire de Lourdes, de Bernadette Soubirous, lorsque l'enfant de Napoléon III, je crois, tombe malade, et ils vont quand même aller chercher de l'eau à Messabielle pour que l'enfant boit cette eau, et là il se guérit, et c'est là seulement que Napoléon III prend la décision de permettre aux gens d'accéder à la source. On voit bien que c'est entre l'État et la religion, et c'est pas toujours simple. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, surtout. Ensuite, vous enchaînez sur deux histoires d'Achille, mais vous plantez dans le XVIIIe siècle. Alors pourquoi ce choix du XVIIIe ? Alors pourquoi ce choix du XVIIIe siècle ? Le XVIIIe siècle, c'est quand même le siècle de l'aventure des corsaires, des aventures dans les mers, etc. Bon, c'est les grandes découvertes, enfin, donc, qui ont commencé bien avant, bien sûr, mais enfin, et puis les guerres sur mer, etc., les abordages, etc. C'est toutes ces histoires qui ont bercé un petit peu mon enfance aussi. Et puis, de toute façon, ne serait-ce que entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, le conflit entre l'Angleterre et la France a été sévère. Ça a été sévère. Maurice est devenu français, et puis anglais. La Réunion est devenue français, de nouveau anglais, puis français. Bon, il y a eu une restitution. L'Angleterre a restitué la Réunion à la France. Mais on voit bien que le conflit, ça se passait... Au niveau du congrès de Vienne, non, je crois que c'est au moment... Je ne sais même plus, je ne vais pas être de bêtises. Mais on voit bien que ça se passait sur les mers. C'est sûr. Il y avait une grande concurrence entre les deux nations. Les deux grandes nations colonialistes. Il y avait des Hollandais aussi qui étaient les lignes hanséatiques aussi allemandes, etc., qui étaient quand même puissantes, mais qui n'avaient pas des marines de guerre dignes de ce nom, en fait. Et c'est vrai que français et anglais... Mais ils se donnaient bien. Donc, on a même pu avoir... pour la marine française, des ressentiments qui ont longtemps perduré et qui ont été souvent en plus un petit peu picotés par les histoires de Marcel Kébir pendant la guerre, etc. Bon, bref, c'est une parenthèse. Si on veut juste actualiser, on parle des Chagos. Ah oui, les Chagos aussi. Donc Achille, la promesse du pirate, c'est celui qui a eu le prix insulaire catégorie catégorie jeunesse, littérature jeunesse. C'est l'histoire donc au XVIIIe siècle de ce jeune esclave qui se fait embarquer de force pour être pirate, et puis il n'a qu'une idée, comme une obsession, de se dire il faut que je rentre pour revoir ma famille et pour revoir Stéphanie. Voilà, s'appelle Stéphanie, et donc il a ça en tête. Mais là aussi on voit tout cet arrachement, cette solitude, l'exil, qu'il a, cette solitude forcé, parce que on peut se poser la question, est-ce que les pirates l'ont libéré de l'esclavage ou pas, quoi. Quand on parle de l'exil, de l'arrachement, déjà l'esclave a été arraché à sa tribu, à sa terre d'origine. Et en plus là, on l'oblige à aller sur un site qui n'est pas le sien, la mer. La mer, dont il n'a pas du tout l'habitude, en plus. Tout à fait. Parce que ça reste un enfant, c'est un ado. Quand il rembarque, en fait, en deux petits mots, je finis le livre en disant, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, les gens qui l'ont lu, ils disent, mais notre histoire, oui, mais laquelle ? Il faut que tu continues. Je n'avais pas trop l'intention de le faire, et je me suis lancé dans la suite d'Achille sur les mers. Qu'est-ce qui est plus facile, c'est d'écrire ou de montrer les images, faire des films? C'est une très bonne question. Alors c'est vrai que s'il avait fallu monter un film sur cette base-là, il faut des moyens immenses, qui sont disproportionnés. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné le cinéma.
Mais bon, quand j'écris, comme j'ai une formation cinéma, j'écris en fonction, script. je vois les images et je les transpose En mots. En mots, voilà. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et Parce que c'est pour ça vrai qu'on que dit c'est toujours très imagé. Ah oui, ça vient du cinéma. ben oui, c'est très bien. Et c'est un paradoxe de voir que, parce qu'il y a les Bretons qui ont été des grands Voyageurs, navigateurs, ils font partie ils sont venus aussi à La Réunion, quand on voit cette histoire transposée de la Bretagne à La Réunion, ça, ne serait-ce que pour le Vavasseur, ouais. la buse. Écoutez, le fait, pour moi, c'est mon bâton de maréchal, si on peut dire, que pour ce livre, comme je disais, à Koulsoum, les éditeurs l'ont refusé aussi bien à La Réunion qu'à... Pourtant, il a eu un prix. Pourtant, il a un prix après coup. Mais mon bâton de maréchal, en quelque sorte, c'est d'avoir été adoubé par Ouessant. Ouessant, c'est une île de marins. Oui, bien sûr. Et donc, il y avait aussi un groupe de jeunes, etc., des lycées ou de collèges là-bas, avec des professionnels, etc., et tous se sont mis d'accord sur ce livre-là, qui était en sérieuse concurrence quand même. Hein. Il fallait batailler. Donc ça a été pour moi quelque chose, une reconnaissance, marine à voile, etc. Enfin, bon, mais j'ai beaucoup travaillé pour être crédible, quoi, en fait. Hein. Mais après, vous n'écrivez pas que pour des romans pour la jeunesse. Vous avez aussi écrit dans la revue L'Encrier renversé, Voilà, avec Ludir. Une petite nouvelle, voilà. Une nuit à la Bastille. Oui. En 2 mots, c'est une aventure qui m'est arrivée, en fait. Hein. Une fois, j'étais chez des amis, on habitait Paris à l'époque, et leur passant, je descends pour prendre le dernier métro en courant, pratiquement. Je vois Un autre film, le dernier métro. Ouais, notre film aussi, oui. Et donc, je vois la grille ouverte, je me précipite, etc. Bon, j'arrive sur le quai, tout d'un coup, j'entends glang, 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 glang. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et il était en train de fermer la grille derrière pour moi, rentrer etc. Oui, donc, j'ai d'accord. eu un petit moment quand même pas d'angoisse, mais enfin d'appréhension. J'ai essayé d'appeler les gens, etc. Il n'y avait plus personne, etc. Donc, je me suis dit, je vais passer ma nuit dans le métro. Bon. Ma seule crainte, c'était qu'on coupe la lumière, mais la lumière... Et donc, j'ai brodé un petit peu sur cette aventure en le transposant à la Bastille. Transposant, voilà, la Bastille, donc on voit passer Robespierre entre deux gardes, etc., pour aller lui couper la tête, il y a des dialogues, enfin bon, après... Alors, comme le temps tourne, bientôt autre chose? Vous allez sortir il y a quelque chose qui se prépare? Le fameux été 62, là, qui est prêt à partir à la rappelez-moi le presse. titre. Un été 62, ouais, tout un programme. Non, parce que ça a été aussi un film, je crois. Ça raconte l'histoire d'une femme qui attend son compagnon, mais malheureusement qui sera tué pendant la guerre. Et c'est un beau film, ouais. Effectivement. C'est une histoire de garçon qui essaye de voir la jeune femme, qui est une belle femme d'ailleurs, et elle attend son compagnon, qui va mourir à la guerre, ouais. Et on raconte l'histoire. Cette histoire-là. Un été 42. Un été 42. Ouais, un été 42. Là, c'est 62. On avance un peu dans... Je m'en suis un petit peu inspiré quand même. Enfin, inspiré, oui. Enfin, bon, un été 62, un été 42, ça parle, oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui va être sous presse fin janvier et qui sortira au mois de mars de cette année national. Voilà. Comme je disais à Koulsoum, j'ai eu déjà la chance de trouver un éditeur, ce qui est... C'est dur, c'est difficile ici, c'est vrai. Et aussi, bon, je cite plusieurs fois Boualem Sansal dans le livre, et je me suis dit, quand même, je le cite 3 ou 4 fois, on n'a pas demandé l'autorisation de faire des citations, mais je dis par pure politesse, je vais lui dire que j'ai cité des phrases de ses livres, je lui envoie la lettre, le temps passe, etc. Et tout d'un coup, je reçois un mail
me disant « Ah, je viens de recevoir la lettre qui était passée par Gallimard, etc. » Enfin bref, et puis j'ai laissé sous le coude et j'ai oublié de vous répondre, etc. Et puis il me dit que j'ai trouvé très bien votre livre, etc. Ah, super. Etc. Alors est-ce que je me pourrais attendre une petite préface de votre part? Il me dit « Mais avec plaisir, dès qu'il sera édité, j'avais pas d'éditeur encore tout à fait là. Dès qu'il sera édité, je m'engage à vous faire une préface que j'ai reçue il y a 2 jours. Justement. Oh. Ouais. Ah oui. Donc c'était pas un montage de ma part, c'était pas une manipulation, mais ça s'est trouvé comme ça, et puis c'est vraiment un superbe cadeau pour moi. J'allais dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Absolument. Absolument. Et donc, dans ce livre, vous nous emmenez où? Juste sans raconter Alors, tout, où on va? On va voyager où? Parce que là, on était à Madagascar, à La Réunion. On va voyager, bien sûr, en Algérie, au moment de l'indépendance. On voyage aussi dans le bateau entre Oran et Marseille. L'arrivée à Marseille, qui est fraîche, disons. Et puis l'installation en France. Et disons que le centre du sujet, c'est une vieille personne, qui, voyant l'âge avancé sérieusement, souhaiterait raconter son histoire. Donc il engage une jeune étudiante pour lui faire son texte, en le contredisant vraiment sérieusement pour avoir 2 points de vue, disons. Et puis son but ultime, c'est la transmission de son histoire à ses enfants, en fait. C'est une histoire de transmission. Voilà. Et pour rester sur l'Algérie, sur les histoires, juste faire un clin d'œil à ce film qui reste une référence à la matière, Casablanca. Pardon? Qui est au Maroc. Casablanca, oui. Casablanca au Maroc. À Casablanca, oui, d'accord. Il y a quand même des histoires, de belles histoires qui sont nées de cette colonisation également, de ces périodes-là, et qui ont fait de très beaux films. Très beaux films. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman dans Casablanca. Ouais. C'est de grands moments du cinéma. C'était Ingrid Bergman ou... Ingrid Bergman, c'est pas le. Je sais pas si c'est Igmar, son père, qui l'a fait, mais en tout cas, le film a. Oui, d'accord. Je me souviens plus de l'actrice. Enfin, c'est Ingrid Bergman. Un très beau film, effectivement. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup de films qui ont eu. La colonie a permis quand même de très beaux moments de cinéma aussi. Ouais, très belle réalisation. Et j'espère avoir l'occasion de regarder ce que vous avez fait. Merci. Merci. Fiat. Merci à vous de m'avoir reçu. Et j'espère avoir l'occasion de vous revoir là-dessus pour la sortie de votre ouvrage. Écoutez, Kossoum y pourvoir. Oui. Ça sera toujours avec plaisir. Avec plaisir, nous aussi. Merci, Kossoum et vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.